tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation à ce conseil municipal. Évidemment, je salue aussi les gens qui vont nous suivre soit en direct, soit en différé sur le Facebook Live ou sur le site internet de la ville. Alors, évidemment, avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes tous revenus parfaitement régénérés et prêts pour affronter cette nouvelle saison qui s'annonce à nous. Alors, évidemment, cette séance revêt un caractère un petit peu particulier pour moi, pour nous, puisque depuis le 19 février 2020, c'est la première fois que le conseil municipal se réunit dans cette salle, dans une configuration que je qualifierais de ordinaire. Alors, j'ai regardé un peu les membres présents. Il y en a à peu près un tiers qui avait l'habitude de ce genre de décor. Pour les autres, c'est un petit peu nouveau. Et puis même pour moi qui en avais l'habitude, j'ai l'impression qu'on a agrandi la salle, qu'on a transformé la salle. Évidemment, on ne peut que se réjouir et surtout formuler le vœu que ça va durer. Que ça va durer pour notre assemblée, bien sûr, mais d'une manière générale, pour toutes les réunions, tout ce qui nous donne l'occasion de rencontrer notre population et nos concitoyens. Après, vous le savez, on a l'habitude d'être un peu prudent, et si certains se posaient la question, bien que les écrans qui nous séparaient soient en matériaux recyclables ou réutilisables, on les a stockés, on va les garder un petit peu pendant quelques temps, parce qu'il faut bien le reconnaître, on ne sait pas forcément si la situation plutôt, je qualifierais presque d'euphorisante, va perdurer ou pas. Donc, j'espère quand même que qu'on ne reverra plus durant ce mandat cette configuration un peu bizarre. Donc, vous le savez, ce qui nous a permis d'enlever ces écrans, c'est que l'état d'urgence sanitaire a été levé à la fin du mois de juillet dernier. Et donc, nous revenons aux dispositions communes. Alors, ça se voit, c'est physique, mais ça porte aussi sur les conditions de quorum de cette assemblée, sur la possibilité de donner des pouvoirs à une seule et non pas à deux personnes. Enfin, chacun d'entre nous peut recevoir un pouvoir et non pas deux simultanément. On revient à un fonctionnement d'antan, si j'ose dire. Même si ça nous apporte quelques contraintes, on s'en réjouit. Ça donne la possibilité aussi au public de venir nous rejoindre et assister à la tenue de ce conseil municipal. Mais là, je crains qu'un certain nombre d'entre eux se soient habitués aux télé-retransmissions et que on partagera avec eux à distance. On pourrait y avoir recours de temps en temps. C'est vrai que la relecture en différé du conseil municipal, c'est quelque chose de relativement intéressant aussi. Donc voilà, bienvenue à tous. Bonne rentrée, tout simplement. Et puis je vais passer la parole à Pierre-Julien Marais, secrétaire de séance, qui va procéder à l'appel nominatif des membres du conseil municipal. Merci. François Driol. Présent. Marc Monteux. Présent. Nicole Bruel. Présente. Éric Vaucanson. Présent. Hélène Fabre. Présente. Cyril Chapeau. Céline Montagnon. Présente. Carlin Corvaillat. Présent. Michel Ducreux. Présente. Muriel Spada. Présente. Pascal Gallonnet. Présent. Noélia Séguin. Pouvoir à Hélène Fabre. Marie-Claire Grange. Présente. Pascal Dumazet. Présente. Isabelle Boiscartel. Présente. Stéphane Faveriel. Emmanuel Robert. Présent. Ludovic Magalaès. Présent. Leïla Kebrara. Présente. Marie Montet-Franc. Pouvoir à Céline Montagnon. Niazi Kara. Présent. Mauricette Moine. Présente. Ludovic Sett. Catherine Sorgy. Présente. Pascal Campégia. Présent. Baptiste Pépin absent. Bernadette Ponson. Présente. Jennifer Rodriguez. Présente. Merci Pierre-Julien. Donc, je confirme que nous avons le quorum pour assurer la tenue de cette réunion. Avant de passer à l'ordre du jour, comme il se doit, je vous demande d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 27 juin, du dernier conseil municipal. Et avant cette approbation, je veux savoir s'il n'y a pas de questions, pas d'observations par rapport à ce document. Non, il convient à tout le monde, donc je le mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous allons donc passer à l'ordre du jour de ce jour, qui comporte 15 points inscrits. 2 concernent l'institution conseil municipal, 5 vont concerner les finances
et le personnel. 4 autres vont porter sur le patrimoine immobilier, les travaux et les aménagements. Le suivant portera sur le sport, santé, loisirs, la délégation sport, santé, loisirs. Le suivant, le 13e, sur la solidarité, cohésion sociale. Le 14e sur l'attractivité, animation événementielle. Et le 15e a été classé en divers compte tenu de sa spécificité. Et bien entendu, comme nous en avons l'habitude, en fin de réunion, nous aborderons les questions diverses et les questions qui nous ont été transmises en amont de cette réunion. Donc sans plus attendre, s'il n'y a pas de remarques particulières, je vous propose d'aborder le premier point inscrit à l'ordre du jour. Pour rappel, donc, Madame Sylvie Colombo a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. J'ai un peu trop contracté la chose. Étant appelée à déménager et à quitter la région, évidemment, elle était contrainte à ne pas poursuivre son mandat. Nous avons, comme il se doit et comme à l'habitude, puisque malheureusement on en a un petit peu l'habitude, transmis cette démission à Madame la préfète qui en a pris acte. Un courrier a été adressé à la personne suivante sur la liste Changeons de cap, et c'est donc Madame Jennifer Rodriguez qui a été sollicitée, qui a accepté de rejoindre le conseil municipal et le groupe Changeons de cap. Donc évidemment, on lui souhaite la bienvenue. Je lui souhaite particulièrement la bienvenue. Ce n'est pas tout à fait une inconnue puisqu'elle est impliquée dans la vie associative de la commune. Et ne serait-ce qu'à ce titre, il nous est arrivé de se rencontrer. Je vous félicite pour cet engagement qui aujourd'hui prend une autre dimension au service de nos concitoyens. C'est une bonne chose. Et il n'y a pas de vote d'approbation, là, on prend acte de votre arrivée, mais si vous voulez bien vous présenter, nous dire en 2 mots qui vous êtes et ce qui vous amène ici. Merci. Alors, je me présente, Madame Rodriguez Jennifer, mariée, 2 enfants scolarisés au collège Jacques Prévert. J'habite la commune d'Andrézieux depuis un peu plus de 25 ans. J'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe au conseil, c'est mon premier. Je suis très contente de rejoindre mes colistiers de la liste Changeons de cap. Et j'espère que nous allons pouvoir avancer tous ensemble, main dans la main. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue comme j'ai eu l'occasion de le faire à d'autres circonstances. Vous appartenez à la liste minoritaire, je pèse mes mots, j'ai toujours évité d'utiliser le vocable liste d'opposition. Vous êtes là pour apporter des idées, de la contradiction, être force de proposition. Et j'espère très sincèrement que vous serez active en la matière. Voilà. Donc le conseil municipal prend acte de votre arrivée et sans plus attendre, conséquence de cette intronisation au sein de notre Assemblée délibérante, on aborde le point suivant qui concerne le remplacement et la substitution de Madame Colombo, que, au passage, je tiens à remercier pour sa présence au sein de notre conseil municipal. Et donc, Madame Colombo était impliquée dans diverses commissions ou groupes de travail municipaux. Et nous avons pris, là aussi, un petit peu l'habitude, depuis le début du mandat, de procéder tout simplement à un remplacement poste pour poste. Donc c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. Madame Colombo participait de mémoire à 4 groupes de travail, jeunesse, éducation, citoyenneté, attractivité, animation événementielle. Et puis il me semble qu'il y en avait 2 autres. Culture, patrimoine et tourisme. Et enfin, commerce, artisanat et entrepreneuriat. Alors bien sûr, c'est une proposition que je fais au conseil municipal, mais c'est une proposition que je vous fais à vous aussi, Madame Rodriguez et le groupe Changeons de cap. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette proposition? Elle sied, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, elle sied à tout le monde. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Encore une fois, 4 fois de plus, bienvenue dans nos groupes de travail. Nous prenons acte de la nouvelle composition de nos groupes de travail. Merci. Le point suivant concerne, donc, comme je l'ai annoncé, les finances et le personnel. En l'occurrence, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Et je vais donc demander à Marc Monteux de présenter le rapport correspondant. Oui, donc c'est des
délibération relativement classique. Là, donc, on ajuste nos effectifs avec un recrutement donc, qui aura lieu pour un poste d'agent d'accueil au centre de tir, hein, qui va bientôt donc rentrer le plus tôt possible mais en fonction. Et donc, c'est un poste qui est créé à 70% de temps, hein, c'est-à-dire à 21,5 35e. C'est un poste d'adjoint administratif, donc à temps non complet. Ça, c'est la première modification. La deuxième modification, c'est pour renforcer donc, dans le cadre de la filière médico-sociale, le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales. Et donc, c'est le passage donc, à un temps non complet de 21,35e. Initialement, donc, ce poste était simplement à 50%. Là, donc, on passe à 70%. Ça nous permet en même temps de répondre à une évolution réglementaire qui nous est demandée au niveau de la crèche. Et enfin, donc, le dernier poste, c'est dans la filière culture, patrimoine donc, et bibliothèque. On a une personne qui a réussi un concours et qui est passée donc, d'agent territorial principal deuxième classe à première classe. Donc, à temps non complet, c'est un 80e. Et donc, on demande qu'on puisse la nommer donc, dans ce poste suite à la réussite de ce concours. Évidemment, donc, les postes équivalents, les deux derniers postes équivalents qui sont remplacés, feront l'objet donc d'une suppression lors du toilettage de printemps qu'on a l'habitude de faire au mois de mars. Et c'est encore l'hiver au mois de mars. Hein. Y a-t-il des remarques, des questions par rapport à ces évolutions du tableau d'encadrement? Oui, un petit point qu'on voudrait Monsieur Seth, je vous en prie. vous soumettre. Est-ce qu'on peut dissocier le premier item des deux et troisième items? Parce que notre point de vue est différent. Donc, à savoir un item sur la filière administrative et puis un autre item sur la filière médico-sociale et culturelle. Est-ce que vous acceptez? D'accord. On est bien d'accord, on parle de cadre d'emploi, M. Seth. Hein, on ne parle pas d'autres sujets. Oui. Je ne voulais pas qu'il y ait des confusions qui puissent être reportées. Voilà, donc vous souhaitez voter défavorablement ou favorablement. Enfin, donc sur la filière administrative, je mets aux voix. Qui est contre? Le groupe Changeons de Cap rend donc un avis défavorable à la signature d'un contrat pour recruter quelqu'un au centre de tir, c'est ça, hein? Je présume que l'arrière-pensée, c'est celle-ci. Non, enfin, je sais pas. C'est pas une arrière-pensée, oui, c'est ça. C'est ça, c'est par rapport au recrutement du centre de tir. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Oui, voilà. Oui, pour expliquer, on met un bémol sur ce recrutement, voilà, par rapport aux incertitudes du centre de tir qu'on a aujourd'hui, le sentiment qu'on a aujourd'hui, et la charge de travail. On pense que c'est pas forcément ce qu'on nous on aurait fait à ce moment-là, mais voilà, c'est d'où notre point de vue. D'accord. Donc vous auriez recruté personne, c'est ça? Par rapport aux informations, par rapport aux informations qu'on a et l'état actuel du centre de tir, non. Pas maintenant. Très bien, c'est votre point de vue. Donc contre le groupe Changeons de Cap, abstention. Parfait, approuvé à la majorité. Et puis pour ce qui concerne le cadre d'emploi filière médico-sociale, et je me permets de regrouper là, par rapport à votre proposition, hein, et filière culturelle, qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Et puis merci pour les personnes qui vont être recrutées grâce à cette délibération. Et puis merci aussi pour les habitants qui vont bénéficier de ces agents du service public. Le rapport suivant porte sur les finances et le personnel. Et là, il s'agit du recours à un contrat d'apprentissage. On a déjà voté donc un poste pour un apprenti. Hein, donc c'était lors de la séance de septembre 2021. Et donc dans la même logique, hein, on souhaite donc ouvrir cette possibilité à une autre personne dans le cadre de l'accompagnement donc éducatif à la petite enfance. Et donc c'est un contrat d'apprentissage qu'on vous demande, qu'on vous présente pour donc une année. C'est vrai que le recrutement par voie de l'apprentissage nous paraît judicieux, déjà pour permettre à des jeunes d'acquérir une expérience, d'être encadrés et en même temps d'apporter leur qualification
dans le futur donc à notre collectivité. Et donc c'est à ce titre-là qu'on vous demande donc d'approuver ce contrat d'apprentissage. Donc le poste sera basé donc pour tout ce qui est périscolaire. Et c'est un CAP AEPE. Et on vous a repris donc pour l'ancien contrat d'apprentissage qui a été fait donc en septembre 2021. Donc vous avez la liste de nos apprentis. Des remarques, des questions? Pas de questions? Une petite question. Président, Est-ce que vous avez déjà procédé au recrutement ou vous avez des pistes pour ces 2 contrats? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, on peut pas. On a une piste et on a même la personne, hein, puisque c'est une demande qui a été faite justement d'une élève qui rentrait donc dans le cadre de cette formation et qui nous a demandé. Elle avait déjà fait des stages sur la commune et on avait pu apprécier déjà son dynamisme puis sa volonté. Elle reste vraiment dans cette filière. Elle a montré donc des capacités pour occuper ce poste et donc c'est avec plaisir qu'on se permet de justement par l'intermédiaire d'un contrat d'apprentissage qu'elle puisse poursuivre ses actions. Et c'est la réponse à une candidature spontanée. Oui, mais très bien. Et ces 2 postes, est-ce qu'elles sont pourvues par des jeunes d'Andrézieux ou hors commune? D'Andrézieux. Là, c'est une personne d'Andrézieux. Pas d'autres questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci à tous. Merci pour elle. Le rapport suivant porte sur le mandat spécial pour le déplacement d'un élu. Déjà une délibération de ce type, si tu veux bien reprendre. Oui, c'est vrai, ça nous appellera d'ailleurs à faire un commentaire supplémentaire et à demander à ce que ce mandat spécial puisse s'exercer sur la totalité du mandat plutôt que d'y revenir chaque année, puisque c'est répétitif. Hein. Donc, vous vous en souvenez sans doute, on avait demandé donc à Madame l'adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme de se rendre donc au salon au festival du spectacle vivant d'Avignon pour faire donc les choix de la saison théâtrale, hein, participer au choix de la saison théâtrale du Théâtre du Parc. Et donc à ce titre-là, on prend en charge donc les frais de déplacement et d'hébergement, donc et on fait les remboursements. Donc par contre, on est obligé de valider ce remboursement par une délibération du conseil municipal. Et c'est à ce titre-là que l'on vous propose donc de prendre cette délibération et de vous prononcer. Pour mémoire, le déplacement de nos fonctionnaires, nos agents municipaux est prévu, encadré, et il n'y a pas de souci avec ça, mais pour les élus, on est obligé de prendre des dispositions particulières. Voilà, donc le conseil municipal est appelé à donner mandat à Hélène Fabre, à dire que les frais engagés doivent être remboursés. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à la majorité. Puis qu'elle nous fait une belle saison. Hélène, voilà. Qui sera présentée prochainement, mais bon, je pense que tout le monde a connaissance de cette perspective. Le rapport suivant porte encore sur les finances et le personnel, et là, il s'agit du recours à des vacataires pour la participation au jury d'examen du conservatoire. C'est encore M. Monteux qui officie. Je serai complété donc par Hélène Fabre. Hein. Simplement, je reste sur les critères financiers, hein, puisque c'est de pouvoir délibérer pour mettre le système de remboursement et d'attribution aux vacataires d'une allocation pour les jurys d'examen ou de concours, hein, puisque dans le cadre de la progression des élèves, en fin d'année, il est demandé, il passe un examen, hein, c'est le terme, et donc c'est sous l'égide d'un jury d'examen ou de concours. Et donc on pratiquerait, on vous demanderait d'accepter de verser un montant d'indemnité à ces vacataires pour une journée de 6 heures de 140 € et pour une demi-journée de 3 heures de 80 €. Sachant que s'il y a d'autres frais, on les rembourse sur la base de ce qui est des tarifs en vigueur, notamment pour les frais de déplacement d'un billet de SNCF de 2e classe. Ça, c'est des explications techniques et de forme. Peut-être sur le fond, tu veux rajouter quelque chose? Pratique usuelle, ce recours des vacataires? C'est vrai que lors du dernier mandat, on faisait peu de participation au jury au niveau du conservatoire d'Andrézieux-Boutillon.
La nouvelle directrice travaille beaucoup avec le département et la région, et vu les belles installations qu'on a et les nouveaux locaux, ils sont très demandeurs de venir passer leur examen dans le conservatoire d'Andrézieux-Bouthéon. Donc comme ça devient régulier, il fallait donc fixer un cadre. Voilà. Des questions, des observations par rapport à ça? Non? Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Concerne la ZAC des terrasses, Novim, et c'est Marc Monteux qui va nous donner toutes les explications sur ce compte-rendu annuel. Oui, bien, comme donc, le nom l'indique, un compte-rendu annuel chaque année. Donc, le concessionnaire, donc, qui est donc la société Novim, sur l'aménagement de la ZAC des terrasses, doit nous faire un compte-rendu de son activité et nous présenter les évolutions qui ont été faites au cours de l'année et les prévisions donc, pour les années futures. Donc, c'est depuis 1999 que cette convention a été passée. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter donc, ce qui a été fait au titre de l'année 2021. Déjà, pour rappel, on va vous présenter l'opération. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce rappel pour donner le périmètre de la ZAC. Donc, comme je vous l'ai dit, qui a été fixé en 1999 et à l'époque était de 11 hectares. Il portait exclusivement sur les terrains repris à l'entreprise France Bois Imprégné, un site FBI. Pour les plus anciens, l'usine à poteaux, puisque c'était comme ça que l'on appelait ça sur Andrézieux. Ce périmètre donc, a été étendu en 2010 donc, sur un terrain voisin sur lequel était aussi installée une entreprise relativement reconnue, puisque c'était les cycles France-Loire, cycle Mercier. Et donc le périmètre de l'opération a été porté à 12,5 hectares. En fait, donc, on a un programme de construction donc, sur l'ensemble du site de FBI avec 51 000 m² de surface plancher constructible, avec une décomposition qui a été fixée donc, avec de l'habitat à 34 000 m², ce qui représente à peu près 370 logements sur 6 îlots différents. Des commerces et services qui sont essentiellement installés donc, pour 4 000 m² qui sont installés en pied d'immeuble. Et des équipements publics que certains vous connaissez, puisqu'on a l'EHPAD, on a la médiathèque, le conservatoire, et bientôt donc débutera la construction de la gendarmerie. Au niveau, donc, on a des arrêtés de servitude publique et d'utilité publique qui ont été prononcés. C'est au vu donc, des travaux de dépollution, puisqu'il y a de nombreux travaux et importants travaux de dépollution qui ont été faits. Et il y a donc 6 zones qui avaient été répertoriées. Donc, elles vous sont indiquées ici. Vous voyez que la zone 4 et 5 sont les plus importantes et qu'elles représentent donc, toute la partie qui est essentiellement réservée à l'habitat et aux équipements publics, ce qui a mis des contraintes fortes par rapport donc, au cahier des charges que l'on imposait aux promoteurs ou aux constructeurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est venue se rajouter donc l'opération cycle France-Loire, donc avec l'achat des terrains qui a été réalisé au titre de l'année 2021 après dépollution. Donc la commune a demandé à Novim, donc le concessionnaire, de faire l'acquisition de ces terrains. Ça a été le plus gros des frais constatés sur l'année 2021, puisque c'est 700 000 € qui ont été faits hors taxe, 840 000 € TTC. Donc on a l'agrément de la commune pour avoir fait cette opération. On a aussi, dans le même temps, obtenu l'arrêté préfectoral autorisant le changement d'usage du site, puisque d'un site industriel, donc ils acceptent moyennant donc des garanties supplémentaires au fur et à mesure donc des implantations et du repérage des implantations qui pourraient être faites, des changements de destination, mais c'est des changements de destination, ça sera à la marge. Là, on ne pourra pas faire d'habitat, ça sera essentiellement sur des activités tertiaires, voire donc de stationnement, parking, voire des espaces donc parcs, espaces verts. On a donc, on obtient ça grâce au PV de réception des travaux de dépollution que l'on a obtenu. Et donc, vous pouvez le constater si vous êtes passé sur le site, tous les constructions et les anciens bâtiments occupés par l'activité industrielle ont été détruits, ce qui libère un espace de 1,5 hectare donc, pour accueillir donc, ces nouveaux aménagements. Là, c'est une petite vue aérienne avec une schématisation qui se fait de l'État quand tout sera réalisé. On n'en est pas encore là, mais c'est donc à peu près le profil que l'on aura sur les différents tènements et les différents lots que l'on a cités tout à l'heure.
La commercialisation, où est-ce qu'on en est? Vous reconnaissez donc le lot C, le lot D, le lot 5, c'est du construit, hein, puisqu'on retrouve le kiosque, on retrouve donc l'EHPAD et on retrouve aussi des bâtiments qui ont été faits par Loire Habitat, des bâtiments d'habitation. Le lot 2, c'est aussi donc un promoteur privé, hein, c'est l'opération Concerto menée par Néoprom. On est en fin de négociation donc avec Néoprom pour refaire donc le miroir de ce bâtiment donc sur la parcelle le lot numéro 3. Sur le numéro 7, c'est la société la SIC Habité qui a donc on a un compromis et il y a déjà 2 bâtiments qui sont en cours de commercialisation. Au total, il y a 4 petits bâtiments qui seront installés sur cette parcelle. Sur le lot numéro 1, on est en négociation très avancée. Et enfin, le lot B, hein, puisqu'il n'est pas numéroté, c'est la gendarmerie. Donc il restera bien les lots libres, le 1, mais en négociation, le 4 et le 6. Il est toujours intéressant de reprendre les bilans de ces opérations, hein, puisque c'est quand même bien l'objet de cette approbation du CRAC. Donc on l'a décomposé, je vous le présente donc sous les 3 thématiques. Hein. La première, c'est l'opération gendarmerie. La deuxième, site France-Bois-Imprédié, donc FBI, hein, toute l'ancienne partie, et le site France-Loire. Commençons par la gendarmerie. C'est vrai qu'on avait versé donc une avance de 300 000 € donc au lancement de cette opération, que l'on a rebasculé sur l'opération donc plus générale, puisqu'il n'y en avait pas besoin, étant donné qu'on demande à avoir une opération avec l'intégralité des coûts qui soient constatés et donc les coûts financiers intégrés. En fin d'opération, donc cette année, on a eu simplement 16 771 € de payés qui correspondent à des études, ce qui porte à 34 000 € en fin 2021. L'année 2022 sera une année où donc le lancement de l'opération et la construction sera faite pour une partie et on aura 1 554 000 d'engagés. Le total en fin d'opération, ça sera 5 159 000 €. On rentrera ça dans notre patrimoine, nous, à hauteur de 5 659 122. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a 500 000 € qui concernent donc le prix du foncier, et non pas qui vient en supplément de la construction. Et ensuite, donc, on mettra en location auprès du ministère de l'Intérieur, donc, et on touchera un loyer donc, avec un bail qui nous permettra de récupérer le prix de cette opération au fur et à mesure du paiement des loyers. Dans le cadre de l'application d'un décret national, donc il n'y a pas de marchandage particulier, le loyer sera payé à hauteur des effectifs de notre gendarmerie. Il n'est pas arrêté, hein. Donc déjà, qu'est-ce qui sera effectif quand on aura vraiment le bilan de l'opération et qu'on aura clôturé l'opération, hein. C'est prématuré. Donc, la deuxième partie d'opération France-Bois-Imprédié, c'est donc l'opération la plus avancée, hein, puisqu'on a déjà eu pour plus de 8 millions de charges, 5 millions pratiquement de produits. Sur l'année 2021, on a eu des coûts à hauteur de 143 000, qui sont des coûts d'aménagement, hein, et aussi des études qui portaient sur les constats de dépollution. Donc, les chiffres ont très peu changé sur 2021, en fin 2021. 2022 verra donc encore des charges que l'on paye, et notamment pour tous des aménagements de voiries qui seront faits, et de dévoiement aussi de certaines canalisations à hauteur de 543 000. En fin d'opération, donc nos produits s'élèveront à 9 549 000 € et les charges à 10 542 000. J'y reviendrai parce que donc il y a un delta et ce delta donc fera l'objet d'une ligne suivante. Sur les cycles France-Loire, idem, hein, c'est un début d'opération. Comme j'ai pu vous le dire, donc il y a 700 000 € qui ont été payés pour l'acquisition du terrain. On travaille tout en hors taxe, hein, là, puisqu'il y a des récupérations de TVA qui se font. Donc, ce qui nous porte le total des dépenses à 746 000 €, 747 000 € à fin 2021. On a peu de dépenses sur l'année 2022 et on aura donc des opérations qui vont se continuer en fonction de la commercialisation et puis de la destination et des études qui sont menées pour donner la destination finale de cette opération. Au total, donc, on aura encaissé des produits de 644 000 € et on aura une charge de 2 740 000 €. Comme vous pouvez le constater, donc, les produits restent inférieurs donc, aux charges, hein, puisqu'on a un delta de 2 589 102 €, donc,
puisqu'on a 15 853 000 de produits contre 18 442 de charges, mais ces 2 589 000 euros, c'est la contrepartie de la remise des équipements, puisque en contrepartie, nous, on va récupérer tout ce qui est les aménagements de voirie, de réseau et de tout ce qui a été fait, d'éclairage qui a été fait en aménagement et porté par la société Novim, que si on les avait fait directement, on aurait payé ces montants-là. Au niveau donc, des avances de la collectivité, donc on a 1 989 102, c'est 1 989 102 avec les coûts ça nous permettra de couvrir la participation aux remises d'ouvrages. C'est-à-dire que ça sera un bilan financier ensuite à zéro. On aura remboursé l'intégralité de nos emprunts et actuellement la trésorerie s'élève à 393 000 euros et tout au long de l'évolution et du temps, on est sur des bases qui varient entre 200 et 400 000 euros de trésorerie sur cette opération. Donc, c'est des éléments d'information qui vous avaient été communiqués. J'espère que on est allé un peu vite là, mais que c'est suffisant pour être clair. Maintenant, on est totalement disposé à répondre à des questions. C'est une affaire, un dossier dont on entend parler dans ce conseil municipal depuis 99. Merci Marc. Donc, j'étais pas élu. Tu l'étais à l'époque. Moi, j'étais pas élu. On a avancé très lentement parce que le premier obstacle, l'obstacle majeur, ça a été la dépollution des sites. Hein. On n'a pas pu se porter acquéreur des sites tant qu'ils n'étaient pas dépollués par leurs anciens propriétaires. C'est pour ça que l'acquisition de France Lar n'a pu se faire qu'en 2021. Aujourd'hui, donc, on peut continuer d'avancer. On était dans un contexte immobilier aussi qui était très défavorable dans les années, je dirais, dans les années 2010, on va appeler ça comme ça. Aujourd'hui, la situation est différente, et puis ce qui est certain, c'est que le quartier prend vie, et que plus il prendra vie, plus ça facilitera des implantations. On travaille aussi sur le raccordement autant que possible au réseau de chaleur, hein, sur ce site. On travaille aussi, même si ce n'est pas acté, pour que la collecte des ordures ménagères se fasse par conteneur enterré, comme ça puisse faire à la chapelle, puisqu'on a l'avantage d'être à proximité de la chapelle. Parce que les conteneurs enterrés, c'est des tournées spéciales, un prestataire spécial, des véhicules spéciaux. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça au coup par coup, n'importe où. Mais là, ça a pu apparaître comme une solution intéressante pour tout le monde. Et vous l'avez compris, on est très actif pour faire en sorte que, enfin, l'opération des terrasses, si ce n'est aboutisse totalement, s'approche le plus possible de son terme dans les tout prochains mois et très prochaines années. Y a-t-il des questions? Madame Sorgi. Oui, enfin, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Merci pour les informations détaillées. Notre vote sera à l'abstention parce qu'en fait, on considère que c'est une gestion de projet qui vous est propre et c'est des choix de votre équipe durant ce mandat. Donc, voilà pourquoi on votera abstention. C'est ce que j'en pense. Hein. Qui ne dit mot consent. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication complémentaires, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Changeons de Cap. Donc, approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés. Je vous remercie. Après, ce projet, on vous le rappelle, il a été lancé il y a 23 ans. Hein. C'est un projet de la commune, ce n'est pas un projet de l'équipe municipale. On peut passer au sujet suivant qui concerne la constitution d'une servitude sur la passerelle. Alors, il y a le formalisme de la servitude et puis il y a aussi une façon de conduire les projets qui nous est propre. Mais je vais laisser le soin à Marc Monteux de vous expliquer tout ça dans le cadre de sa délégation à l'urbanisme. Comme tout le monde a pu le constater, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une ville qui est largement arborée et c'est vrai que la commune continue, donc les services communaux continuent à faire des plantations nombreuses d'arbres, hein, puisqu'on a regardé que depuis les 20 dernières années, il y a plus de 2000 arbres qui ont été plantés. Hein. Et donc il y a une règle hein, qui s'applique, c'est-à-dire qu'un arbre coupé, c'est 2 arbres plantés. Et donc on tient vraiment à garder cette richesse naturelle. On peut la protéger, cette richesse naturelle, et on a pu déplorer tous que des moments, il y a des coupes qui ont pu se faire d'arbres qui étaient remarquables. Et on peut la préserver dans le cadre du PLU, notamment en classant des espaces boisés
qui interdisent donc l'abattage. Vous l'avez par exemple, à titre d'exemple, rue de la Chaux, où il y a des constructions qui se sont faites, autant en immeuble collectif qu'en maison individuelle, et où ils ne peuvent pas couper des arbres pour implanter les bâtiments. Donc ça, c'est une chose. Mais par contre, c'est vrai que quand le PLU a été fait, tous les espaces boisés n'ont pas été classés. Et on s'est retrouvé dans certaines propriétés où les promoteurs ont pu abattre des arbres pour des commodités et pour implanter leurs bâtiments plus facilement. On est en train de travailler actuellement, c'est-à-dire ce sera présenté au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur le PLUI intercommunal. Et on a fait des séances de travail, notamment cet été, pour répertorier tout ce qui pouvait être classé, boisé, classé et contenait à ce que les arbres et les spécimens soient préservés. Toutefois, nous, on a donc, pendant ce laps de temps, on a peu de moyens de pouvoir, si vous voulez, tout ce qui n'a pas été classé, le sauvegarder. C'est vrai qu'en matière d'urbanisme, on essaye et on réussit, c'est plus qu'un essai, on essaye d'être le plus en amont des opérations et d'être en lien avec les promoteurs. Dans le cadre d'une opération qui se déroule actuellement, de construction, il y a une demeure, une résidence, ou comment dire, un castel qui a été abattu pour la construction d'un immeuble. Et nous, on avait relevé qu'il y avait des arbres que l'on souhaitait pouvoir conserver. Donc on s'est mis en rapport avec ce promoteur en lui indiquant qu'on avait une volonté de pouvoir trouver un accord qui nous permette de garantir au moment de la construction, mais aussi dans le futur, parce que c'est surtout dans le futur, la préservation de ces arbres qui nous paraissaient pouvoir avoir des qualités et devoir être conservés. Donc on a trouvé la solution, en lien donc avec le promoteur, de déclarer donc une servitude donc sur ce qui est des arbres, comme ça vous est représenté sur l'écran, où vous voyez donc cette zone bleue. On a par contre demandé à nos services spécialisés donc au niveau des essences et des arbres la valeur et la qualité, et en même temps aussi de faire une autopsie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une autopsie de ces arbres, une évaluation pour que ceux qui étaient vraiment malades, on puisse déjà les soustraire et puis pouvoir justement favoriser le développement des autres. Et donc c'est à ce titre-là qu'on vous demande, donc en accord, d'accepter cette servitude. On a convenu que donc les frais de notaire appartiendraient à la commune, et comme les frais donc de géomètre et pour les relevés sont équivalents, c'est le promoteur qui paiera, ce qui revient à faire 50-50. Y a-t-il des réactions, des questions sur ce projet de délibération? Non? Si, Madame Sorgis, je vous en prie. Non, cette délibération, très bien, on approuve évidemment l'action. Juste une petite question sur... vous avez précisé à un moment donné dans la délibération qu'il permet donc de préserver les arbres, et en outre la possibilité de création d'une future liaison entre la rue Fernand-Bonny et la rue Alfred Nobel, nécessaire à la mise en œuvre d'une voie de circulation en mode doux en fonction des opportunités foncières. Sur le plan, j'ai un peu de... On va mettre la diapo, ouais. Ce sera plus clair, on va vous expliquer. Du coup, sur le plan, on a un peu, à la lecture, on a un peu mal à voir où pourrait éventuellement passer cette voie de circulation. Oui. Ouais, c'est vrai. La 92, la 93 ou la 95, en fonction des opportunités. Vous seriez prêt à racheter les maisons si ça se faisait? Vous allez un peu vite.
Je sais pas, expliquez-moi alors. Écoutez. Il vaut mieux être prévoyant. Vous étiez présent, je crois, alors bien entendu, vous ne siégez pas dans le même groupe. Hein. Mais pendant des années, le groupe Changeons de Cap a reproché à la personne qui était assise à ma place de vendre des terrains, de lâcher des terrains sans penser à l'avenir, sans préserver des possibilités de développement de mode doux. L'exemple le plus tonitruant, ça a été la voie ferrée le long de la rue Ampère. Je pense que vous avez ça en mémoire. Vous étiez là, monsieur Sett, hein, j'en suis sûr. C'était dans le mandat précédent. J'étais pas dans le groupe de Changeons de Cap, Alex, à l'époque. Donc, ne parlez pas de Changeons de Cap du siècle dernier, là, non, mais on parle de... Je vous parle du mandat précédent, où vous y étiez conseiller municipal. Pas avec Changeons de Cap. Non, mais vous étiez conseiller merci. municipal, donc pas assoupi. Vous avez entendu les débats. Donc, pourquoi vous êtes si désagréable? Parce que j'ai l'impression que des moments, vous avez effacé ce qui a pu se passer par le... Ne soyez pas désagréable. On est d'homme à homme, on est d'homme à femme, on essaye de discuter et d'échanger. À homme. Aujourd'hui, vous faites partie du groupe Changeons de Cap. On est d'accord? Je vous parle de la servitude. J'essaye de comprendre, moi, quel est le sujet de cette servitude. Et moi, j'essaie de vous expliquer que, comme vous l'a dit... Expliquez-moi, mais parlons pas de Changeons de Cap, du précédent mandat. Laissez-moi parler. Merci. Donc, monsieur Marc Monteux a essayé de vous expliquer qu'effectivement, on crée une servitude en préservant l'avenir. Bon, ça a l'air de vous surprendre, de vous dérouter. Je suis surpris et dérouté que ça vous surprenne, parce que ça correspond à une des demandes du groupe Changeons de Cap. Il est vrai qu'à l'époque, vous n'en faisiez pas partie. Aujourd'hui, vous en faites partie. Et encore une fois, j'insiste, vous étiez spectateur de ces débats. Donc forcément, vous les avez en mémoire. Donc vous n'allez pas aujourd'hui vous étonner qu'on mette en œuvre quelque chose qui finalement correspond à des idées qui étaient déjà développées par votre groupe. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a eu une malinterprétation sur comment il a posé la question. C'est pas un effet de surprise, c'est de la curiosité justement, parce que forcément, c'est une très bonne pensée pour le futur, effectivement, puisque c'est ce que tout le monde, j'espère. C'était la demande de Changeons de Cap au mandat précédent, c'est la nôtre aussi. Voilà, si vous pensez à ça pour le futur, moi je trouve que c'est très bien. Et Ludovic ne disait pas ça de façon surprise, comme si c'était quelque chose impensable pour l'équipe majoritaire. Au contraire, on a la curiosité de savoir comment vous avez pensé justement sur le futur, mais c'est de la simple curiosité, parce qu'on apprécie justement ce genre de démarche. Je vous remercie pour votre plaidoirie au profit de M. Sett. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Du coup, il n'y a pas trop de suspense. Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci pour les arbres, déjà. Oui. Et puis, pour le reste, l'avenir nous dira. Ce sera pour la suite aux prochains épisodes. Le rapport suivant concerne l'autorisation d'urbanisme pour le groupe scolaire Victor Hugo. Et là, c'est notre adjointe aux travaux, c'est Pascal Dumazec, qui va présenter cette délibération. Oui, donc je suppose que tout le monde est au courant que nous avons engagé plusieurs rénovations telles que l'on avait présentées lors de notre élection. Donc le groupe Victor Hugo en fait partie et le projet avance. Donc il s'agit d'agrandir les espaces de travail, de créer une cage d'ascenseur dans des bâtiments qui appartiennent à la ville ou qui sont loués. Oui, merci. Qui sont loués ou que l'on loue. Donc ça comprend le groupe scolaire, la salle des fêtes, le périscolaire, la cantine, le bureau de poste, des logements à l'étage et un local où il y a des distributeurs automatiques de billets. Donc ces travaux
sont engagés et je peux avoir l'autre diapositive, merci. Donc il s'agit du remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries PVC, du double vitrage évidemment, hein, à l'heure d'aujourd'hui pour les économies d'énergie c'est essentiel. Le confort d'été dans les classes, donc avec des stores pour éviter que le soleil arrive directement dans les classes. Et effectivement la remise des locaux au niveau réglementation, notamment avec la cage d'ascenseur. Ça, c'est un point qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. La maîtrise d'œuvre a été lancée et il s'agit du bureau Ruffel-Favier qui a été sélectionné et qui interviendra aussi dans le projet de rénovation des cours d'école. Parce que les deux projets doivent être liés. On ne peut pas rénover que l'école, enfin que les bâtiments et ne pas penser aux cours. Sachant qu'on va essayer de faire des travaux uniformes dans toutes les cours d'école, c'est-à-dire qu'ils soient similaires dans chaque cours d'école pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre chaque école. Donc l'ensemble des travaux uniquement, on parle bien des travaux des bâtiments, hein, pas de la cour, sont estimés à 480 000 €. Le conseil municipal des enfants sera associé au projet, ainsi que le groupe de travail jeunesse, éducation et citoyenneté, pour caler aux demandes et aux volontés des utilisateurs. Donc les travaux vont débuter le premier semestre 2023 et ça sera pour une durée de 12 mois. Donc à ce titre, on doit faire une déclaration de travaux et c'est pour ça qu'on vous demande votre vote. Pour précision, on est propriétaire du local du distributeur de billets, mais pas des billets. Hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des besoins d'informations complémentaires? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Merci. On pourra engager ces travaux. Le rapport suivant porte sur une convention pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur le site de Baudras. C'est encore Pascal Dumazet qui s'exprime. Donc tout le monde connaît les travaux qui sont en cours sur le site de Baudras. Donc ces panneaux photovoltaïques vont être posés sur l'extension, c'est-à-dire ce qui est en cours de construction à l'arrière des tribunes actuelles. Ce projet est porté par le Ciel. Tout ce qui est maîtrise d'œuvre, toutes les démarches sont faites par le Ciel. Ça, c'est une compétence pour 6 ans. Non, pardon. Une compétence optionnelle pour une durée de 6 ans. Et le Ciel est chargé de l'ensemble des travaux et des études. Il restera propriétaire du générateur pendant 20 ans et en assurera l'entretien. Nous, ça ne nous coûte rien. On aura une rétribution à hauteur de 40% de l'énergie vendue ou collectée durant ces 20 ans de fonctionnement, on va dire. Et dans l'hypothèse, effectivement, où le projet ne serait pas équilibré sur 20 ans, les travaux ne pourraient être lancés qu'à la condition d'un engagement de la commune à prendre en charge la différence pour atteindre l'équilibre, ce qui est peu probable vu les conditions actuelles des coûts d'énergie. Et effectivement, aussi en cas d'abandon du projet, quel que soit le motif, les frais supportés par le Ciel resteront à la charge de la commune. Et le coût est estimé à 55 000 €, comme je vous l'ai dit, financé en totalité par le Ciel. Donc nous avons besoin de votre autorisation pour signer les différentes conventions de maîtrise d'œuvre, d'exploitation, etc., etc. Donc vous l'avez compris, il s'agit de produire de l'électricité verte, d'utiliser une de nos installations et on s'appuie sur les compétences du syndicat intercommunal d'énergie de la Loire pour mener à bien ce projet. Est-ce qu'il y a des observations, des questions complémentaires ? Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Approuvé à l'unanimité. Merci à tous. Et on peut passer au sujet suivant qui concerne
une convention d'occupation de câbles sur le réservoir de la Chapelle. Et c'est encore Pascal Dumazin qui s'exprime. Merci, Pascal. Donc le réservoir de la Chapelle est sous entretien, on va dire, de Saint-Étienne Métropole. C'est-à-dire c'est Saint-Étienne Métropole qui fait les interventions de réhabilitation et de rénovation de cet édifice. Il s'avère que, comme vous le savez, qu'il y a des câbles qui relient le réservoir au Nelumbo. Donc on a besoin de s'assurer que lors d'intervention de Saint-Étienne Métropole, ces câbles restent sous la responsabilité de la mairie d'Andrézieux-Boutillon. Donc c'est uniquement cette autorisation, ou c'est pour cadrer les choses dans le cadre de l'intervention de Saint-Étienne Métropole, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres précisions à apporter. Non, juste pour bien rassurer tout le monde, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de c'est uniquement décoratif. Oui. C'est purement esthétique par rapport à la construction du Nelumbo à l'époque. D'autres questions? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Encore merci. Ce formalisme est réglé. Le rapport suivant encore, là aussi on parle de formalisme, sur le renouvellement de la convention relative à l'utilisation de nos équipements sportifs avec le département de la Loire pour le collège Jacques Prévert. C'est notre adjoint au sport qui prend la parole. En effet, c'est le renouvellement de la convention tripartite relative à l'utilisation des équipements sportifs par le collège Jacques Prévert, conclu entre le département de la Loire et la ville, qui a été approuvé à la délibération du conseil municipal, c'était le 22 décembre 2017, et qui arrive à son terme. Donc elle doit être renouvelée. La convention prévoit notamment les conditions et horaires d'utilisation des installations sportives, les responsabilités respectives de chaque partie, les assurances nécessaires pour garantir les risques, et la participation du département aux frais de fonctionnement des installations sportives. Donc, il y a une dizaine d'installations sportives sur la commune, dont 5 gymnases. Voilà, vous avez la liste. Sachant que le taux horaire, c'est 5,25 pardon. Et par an, c'est à peu près 1700 heures d'utilisation. Donc, on vous demande d'approuver pour renouveler cette convention tripartite pour les 5 prochaines années. La liste, oui, voilà, ça fait une dizaine d'équipements. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention d'utilisation? Pas de remarques particulières? Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci pour les utilisateurs, profs ou élèves. Le sujet suivant porte sur l'attractivité de l'événementiel et particulièrement sur la convention cadre pour l'accueil d'expositions artistiques temporaires. Non. J'ai sauté une page. Oui. Ouais. Je suis navré. J'ai sauté une page. Le rapport 13 porte sur la solidarité et la cohésion sociale, excusez-moi, sur le renouvellement de la convention. On ne sort pas du sujet des conventions. Entre la ville et le CCS, Comité Centre communal d'action sociale, et c'est Nicole Bruyel qui va rapporter. Oui, merci. Donc c'est, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, le renouvellement de la convention donc, entre la ville et le CCAS d'Andrézieux-Boutillon. Donc tout le monde connaît le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui est donc un établissement public administratif communal. Donc l'action du CCAS s'inscrit totalement dans la démarche portée par notre équipe municipale qui vise à promouvoir une ville solidaire à travers les missions et les actions mises en œuvre et de proposer au profit des populations les plus fragiles qui évoluent sur la commune. Et donc c'est surtout pour clarifier et formaliser dans cette convention la nature des liens fonctionnels qui existent entre le CCAS et les services de la ville d'Andrézieux-Boutillon, avec pour objectif donc, de dresser l'étendue de la nature des concours apportés par la ville d'Andrézieux-Boutillon au CCAS et qui permet donc de donner à ce dernier les moyens de mettre en œuvre son action dans ses domaines de compétences. Alors donc les interventions principales de la ville auprès du CCAS concernent essentiellement donc l'ensemble des fonctions ressources, c'est-à-dire les ressources humaines, la commande publique,
la comptabilité, les finances, le système d'information, le courrier, la communication, mais aussi la réalisation de petits travaux et de supports logistiques qui sont apportés par les services techniques, et donc plus largement tout concours éventuel. Donc le CCAS intervient également pour le compte de la ville, notamment sur les questions liées aux problématiques de relogement d'urgence. Et en parallèle, la directrice du CCAS est amenée à intervenir dans la mise en œuvre des actions sociales relevant de la commune, et notamment en ce qui concerne le pilotage de CASA. Donc le conventionnement actuel arrive à échéance le 28 septembre 2022 et une nouvelle convention est soumise à votre approbation. Donc elle prendra effet à compter du 29 septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2026, donc pour 4 ans. Et elle sera également approuvée dans les mêmes termes par le conseil d'administration du CCAS, le prochain qui sera le 27 septembre. Donc il est demandé à l'Assemblée d'approuver la nouvelle convention et de conclure entre la ville et le CCAS d'Andrézieux-Bouthéon à partir du 29 septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que d'éventuels avenants. Merci. Merci Nicole. Cette présentation suscite-t-elle des interrogations? Des demandes d'explication? C'est clair? Parfait. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je veillerai à signer tout ça, bien évidemment. Donc on y arrive. Pardonnez-moi, je suis allé un peu trop vite. Donc au chapitre suivant, la convention cadre pour l'accueil d'expositions artistiques temporaires au sein d'un équipement municipal. Et qui dit artistique, dit Hélène Fabre, si tu veux bien agir. Merci. Donc notre ville souhaite bien évidemment favoriser l'accès le plus large possible à toutes les formes de culture pour ses habitants en proposant donc l'accès gratuit à des expositions temporaires qui sont organisées au sein donc de nos différents équipements, notamment donc Château de Bouthéon, Théâtre du Parc, kiosque qui a lieu tout au long de l'année. Cette action s'inscrit donc dans la volonté de l'équipe municipale de soutenir les artistes locaux, émergents ou confirmés, ainsi que ceux qui peuvent bénéficier d'une renommée plus large en leur offrant la possibilité de bénéficier de lieux d'exposition de qualité et donc de renforcer la mise en valeur de leur création. Cette démarche répond à la volonté de développer sur le territoire de la commune des passerelles et des partenariats entre donc les artistes, nos structures municipales ou des partenaires. Donc, on a établi une convention type qui prévoit le cadre général et les engagements réciproques des parties qui sera donc établi pour chaque exposition temporaire et avec chaque exposant. L'organisation donc de certaines expositions particulières pourra nécessiter l'établissement de conventions spécifiques qui en dérogeant au cadre général présenté donc dans la convention type, qui est donc l'objet de la présente délibération. La dite convention fera du coup l'objet d'une présentation en conseil municipal. Donc je vous demande d'approuver donc ce principe d'accueil d'exposition et d'approuver la convention type à conclure donc avec chaque exposant et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Hélène. Y a-t-il des demandes d'explications complémentaires? Non? Parfait. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Approuvé à l'unanimité. Et enfin, nous abordons le dernier point de l'ordre du jour des délibérations qui concerne encore une fois une convention de mise à disposition d'une application d'un logiciel téléservice. C'est Marc Monteux qui rapporte. Oui, donc Saint-Étienne Métropole a institué la taxe de séjour donc sur l'ensemble de son territoire, donc des 53 communes. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas 53 communes, mais depuis 2009. Donc il s'agit donc de pouvoir permettre donc aux hébergeurs, notamment aux nouvelles formes d'hébergement touristique qui passent par des plateformes numériques, de pouvoir déclarer donc l'occupation et des locaux et des nuitées à partir donc d'un logiciel.
C'était déjà le cas pour tous les autres hébergeurs que sont les hôtels, hein, les gens, les professionnels. Et donc là, ça sera étendu donc, à tout ce qui est plus ou moins des gens qui le font à titre complètement accessoire. Et ça leur permet de déclarer beaucoup plus facilement les nuitées et de pouvoir acquitter les taxes de séjour qu'ils doivent reverser, puisque les taxes de séjour sont perçues au niveau de leurs clients, et donc ils doivent les reverser à Saint-Étienne Métropole. Et donc ils peuvent le faire plus facilement par le biais de ce logiciel qui sera donc maintenu et acheté par Saint-Étienne Métropole et mis à disposition gracieusement de tous les hébergeurs des communes, des 53 communes. Donc il s'agit d'approuver l'activation du téléservice, la signature de la convention. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci à tous. Sur les informations diverses, je ne veux pas détailler. Vous avez reçu les documents. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, bien évidemment. Et puis sinon, eh bien, je propose de passer directement aux questions qui ont été présentées par le groupe Changeons de Cap, qui veut bien se donner à leur lecture. J'ai juste une question sur les informations Je vous en prie. diverses. La toute dernière de la note de synthèse, la signature d'un avenant à la convention signée avec l'association Golfe des Bords de Loire. Prolongation de la mise à disposition de l'équipement sportif, locaux, etc. C'est à titre gratuit ou c'est moyennant une location, juste pour information? Non, le club est hébergé gratuitement sur les structures. Il en assure la gestion. Pour mémoire, au départ, il avait bénéficié d'une subvention lors de la première saison, ce qu'on appelle une subvention d'amorçage. Et depuis, il s'autogère, ne bénéficie plus de subvention de notre part. Et effectivement, il s'est avéré que la convention qui avait été établie arrivait à échéance. Et on a voulu la prolonger, sa validité pour nous laisser le temps de travailler sur une évolution du site d'une part, de son mode de gestion éventuellement. Donc on est en pleine réflexion, il ne fallait pas qu'on ait le couteau sous la gorge par rapport à une convention existante. Donc là, on pérennise l'existant à courte durée. Ben, je vous laisse la parole. Alors, en février de cette année, donc, le projet du stade Roger Baudras était présenté avec un coût estimé à 2,8 millions d'euros. L'appel d'offres a été validé à 3,8 millions d'euros en juin. Est-ce que vous pourriez expliquer le delta? Ouais. Alors effectivement, vous avez raison, en février, lors de la présentation du projet, nous étions à 2 800 000 euros. Ces estimations avaient été établies en décembre 2021. Donc avant tout ce qui était crise Ukraine et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Un projet vit au fil des mois. L'équipe tient vraiment à consulter les utilisateurs. Donc le projet initial a été modifié. Il tient compte des souhaits du club de rugby, entre autres, sans parler de l'accueil de la Coupe du Monde qui a aussi fait évoluer le projet, pas forcément vers la baisse, puisqu'il y a des exigences qui ont été demandées. Donc il s'avère qu'en avril, lorsque la maîtrise d'œuvre a donné la nouvelle estimation, nous étions déjà à 3 300 000 euros. Hors les spécificités Coupe du Monde. On est, avec les tranches conditionnelles et les options, à 3 600 000 euros. Donc, c'est ces 3 600 000 euros qu'il faut prendre en compte, et pas les 2 800 000 euros, parce que les 2 800 000 euros, c'était vraiment la tranche basse et c'était vraiment le départ du projet. Aujourd'hui, il y a plusieurs
éléments qui impactent le projet, notamment l'inflation. Hein, tout le monde est au courant. Enfin, Monsieur Sett, tout à l'heure, vous étiez en commission de marché. Vous avez vu ce qui se passe au niveau des coûts. On parlait de nourriture, mais là, c'est des travaux et c'est exactement la même chose. Le lot gros œuvres et le lot serrurerie a explosé totalement. Donc, on ne peut pas aller contre ça. On n'a pas d'autre solution que d'appliquer l'augmentation. Il y a des demandes complémentaires qui ont été faites par SEM au niveau de la rétention des eaux pluviales. Donc il y a des bassins de rétention qui vont être faits sur la parcelle également. Donc ça, c'est encore un surcoût. Et il y a les adaptations pour le club qui sont raisonnables. Il n'y a pas d'autre mot. L'adaptation du terrain annexe également suite au relevé du géomètre où il a fallu régler l'altimétrie. Il n'était pas très très plat, donc il y a un brise-roche pour gratter un petit peu au niveau de la parcelle. Et puis l'amélioration évidemment pour accueillir la Coupe du Monde en 2023. Donc on espère faire des économies par ailleurs en optimisant sur les coûts des travaux des bâtiments annexes, en réduisant les surfaces, en simplifiant les prestations. Et ça touche le lot serrurerie et le lot maçonnerie. Donc on modifie un petit peu ce qui est prévu pour gagner un petit peu de l'argent de ce côté-là. D'ailleurs, la commission, à ce propos, la commission marché qui a eu lieu au mois de juin a invalidé le lot VRD parce qu'il était complètement hors budget. Donc ce lot va être relancé. Monsieur Sett, vous étiez présent à cette commission également. Donc la consultation va être relancée là à l'automne pour réduire ce montant qui n'était pas acceptable en fait. Et à l'heure actuelle, on n'a pas le budget. Du coup, à l'heure actuelle, on n'a pas le budget définitif. On est à 3 600 000 €. On est toujours dans cette tranche-là. Mais à aujourd'hui, on n'a pas le montant définitif. Sachant qu'on a demandé également des subventions à nos partenaires. Alors, l'Agence nationale du sport, Saint-Étienne Métropole pour 1 million d'euros, l'Agence nationale du sport pour 849 000 €, la région pour 1 million d'euros également, et le département pour 200 000 €. Ce qui permettra de réduire au final la charge de la commune. Alors, les montants évoqués en matière de subvention, c'est les demandes, hein, c'est pas ce qu'on a obtenu. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce projet, comme tous nos projets, à Andrézieux-Bottillon, comme dans toutes les villes d'Europe, aujourd'hui, nous nous lançons dans des perspectives de construction ou de gestion, parce que ça va toucher les deux, ça va toucher les investissements, mais ça va toucher le fonctionnement, en sachant qu'on est dans un environnement extraordinairement évolutif. Alors, évidemment, la Commission européenne, l'État français sont attentifs aux difficultés des collectivités et on ne désespère pas, c'est vrai, d'obtenir leur soutien dans différents domaines, hein, mais après, c'est des vases communicants. Hein. Donc, on est attentif et vous n'en doutez pas, nous faisons feu de tout bois pour essayer d'obtenir des participations à nos projets. Si on ne les obtient pas, clairement, ça nous amènera à baisser la voilure sur d'autres projets ou à baisser la voilure sur le projet en question, même si on s'efforce toujours d'avoir des actions globales, des réflexions globales plutôt que des réflexions au coup par coup. Mais c'est incontestable. Aujourd'hui, on avance à tâtons. J'insiste sur ce projet, comme sur tous nos projets, à Andrézieux-Bottillon, comme dans toutes les autres collectivités. Et même aussi, évidemment, que les investisseurs privés sont eux aussi confrontés aux mêmes inquiétudes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'évolution de ce projet. Toutes nos demandes de subventions sont adossées sur le prévisionnel de 3,6 millions et pas sur celui de 2,8 millions, parce que avant de faire nos demandes de subvention, on avait déjà pointé cet ajustement à 3,6 millions. Voilà. Très bien. Merci. Deuxième question. Le rond-point de la Gouillonnaire est en travaux. Qui a commandé ces travaux et qui les finance? Quel est l'objectif? On n'a pas d'infos. Alors,
petite précision, hein, donc le rond-point de la Guyonnière, je pense, est identifié pour tout le monde. C'est le rond-point qui est à la sortie d'autoroute numéro 9, qui pose depuis longtemps de gros problèmes de circulation et de saturation. Et en contre-coup de ce rond-point, sur lequel et pour lequel le département, la ville de La Fouillouse et la ville d'Andrézieux-Bouthéon portent beaucoup d'efforts pour essayer de réduire le trafic de toute nature. En voisinage de ce rond-point de la Guyonnière, il y a un petit rond-point qui est le rond-point Saint-Exupéry. Je vais l'appeler comme ça parce qu'il est tout simplement au milieu de l'avenue Saint-Exupéry et à l'intersection de l'impasse Saint-Exupéry. Donc même s'il n'a pas été baptisé, je ne sais pas exagérer de lui donner ce nom, ce petit rond-point posait des problèmes de fluidité de circulation qui parfois pouvaient remonter jusqu'au rond-point de la Guyonnière, pouvait poser des problèmes d'accès aux différents établissements de restauration qui sont sur cet espace, à tous les riverains d'une manière générale, y compris le magasin Grand Frère, des problèmes de fluidité de circulation, mais aussi des problèmes de sécurité et de circulation des piétons, puisque du coup, au milieu de tout ça, il y a beaucoup de piétons qui circulent. Donc, la ville de La Fouillouse et la ville d'Andrézieux-Bouthéon, parce que pour mémoire, alors sur la voirie, on est aux 2 tiers sur La Fouillouse et à la moitié sur Andrézieux, et pour un autre tiers à Andrézieux. Mais donc, ensemble, nous avons demandé à Saint-Étienne Métropole de conduire une opération. Donc, qui conduit, c'est Saint-Étienne Métropole. Qui finance, c'est Saint-Étienne Métropole, mais avec les budgets voiries des 2 communes. Donc, on apporte un financement de moitié-moitié avec la commune de La Fouillouse, le financement ayant été complété par des protocoles transactionnels signés avec 2 riverains, 2 groupes privés qui sont riverains et qui, quelque part, par le fonctionnement de leur drive-in, sont à l'origine des blocages de circulation qui sont constatés les jeudis soirs, les vendredis soirs, les samedis soirs, les samedis midi, les dimanches midi, donc dans de multiples circonstances. Et donc, par rapport à votre objectif, c'est de sécuriser tous les riverains, qu'ils soient feuillantins ou andrézieux-bouthéonnais, et aussi de faciliter la liaison avec la nouvelle voie qui a été créée par rapport à la ZAC, on l'a appelée Coquelicot 2, je crois, hein, où se trouve la station-service Total. Donc il y a une nouvelle voie aussi qui peut être appelée à être une voie de délestage pour le rond-point de la Guyonnière. Et là, ce nouveau rond-point Saint-Exupéry va faciliter la liaison avec la voie qui est en cours de dénomination. Donc je ne m'aventure pas sur son nom, mais cette nouvelle voie qui a été créée et qui met en liaison l'espace commercial Saint-Exupéry et la 1082. Voilà, j'espère. Et pour tout vous dire, l'enveloppe globale est de l'ordre je l'ai noté, 240 000 € au total. Hein. Donc il y a un reste à charge pour notre commune sur notre budget voirie, j'insiste, hein, puisque vous le savez, c'est le pot commun qui revient. On est de l'ordre d'un peu plus de 100 000 € pour ces aménagements. Voilà. Très clair. Merci. Voilà. Alors maintenant, c'est un chantier parmi tant d'autres, hein, parce que pour mémoire, on va dépenser 1,2 million environ de travaux de voirie sur l'exercice 2022. 800 000 € ont déjà été consommés, mais je pense que vous avez dû être gêné à un moment ou un autre pendant l'été par des feux alternatifs, par des panneaux de chantier. Voilà. On est en travaux perpétuels, hein, que ce soit ou des transformations ou de l'entretien, c'est une nécessité, bien sûr. Merci. Oui, tout rend la main. 3e question. Au niveau national, on nous demande de manière collective de faire des économies d'énergie. Du côté de la mairie, qu'y a-t-il de prévu? Alors, le citoyen d'honneur, c'est Marc Monteux. C'est lui qui va nous expliquer comment on met en œuvre les prescriptions nationales. Écoutez, moi, je suis ravi de cette question. C'est même un peu gênant parce que ça risque d'offenser un peu notre modestie. C'est que nous, ça fait un certain temps qu'on a entrepris de faire des actions au niveau des économies d'énergie et auxquelles tout le monde a participé, hein, ici dans les décisions. J'en veux pour preuve, c'est ni plus ni moins déjà que le gros chantier qu'on a avec des montants très importants pour l'éclairage public, hein, puisque on a comme objectif de réduire de 65% notre consommation d'énergie. De la même façon, c'est vrai que, comme ça a même pu être dit il y a quelques instants, hein, il y a du double vitrage qui est installé sur les bâtiments. On remplace des chaudières qui sont vétustes. On évite le plus possible de recourir à la climatisation quand c'est possible.
On améliore les contrôles d'accès pour justement diminuer les températures dans les bâtiments quand là aussi c'est possible. Donc, que dire d'autre? On a aussi, comme vous avez pu le constater et puis que vous avez approuvé aussi tous ici, je n'exclus personne, l'amélioration de notre parc de véhicules avec l'acquisition de véhicules électriques. Quand c'était possible, sur certains camions, c'est pas possible, ça n'existe pas, donc on ne peut pas. Mais sur les véhicules qui sont possibles, c'est des véhicules hybrides ou carrément entièrement électriques. Donc, si vous voulez, globalement, on a été des précurseurs. Ça fait 2 ans, nous, qu'on travaille là-dessus. On n'a pas attendu qu'on nous le demande. Pourquoi? Parce qu'on a un souci déjà de gestion budgétaire et qu'on a aussi cette volonté de participer à l'effort environnemental que tout le monde doit souscrire. Mais on a été... Comme vous le dites, maintenant, il y a peut-être des gens qui se réveillent. Nous, on s'est réveillés un peu avant. Donc, félicitations à vous tous. Oui, on a le privilège d'avoir un petit coup d'avance parce que peut-être qu'on connaissait aussi l'état de notre patrimoine et la nécessité de reprendre en main un certain nombre de consommations. C'est certain qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans l'air du temps. Le gouvernement a promis, alors, on va voir comment ça se traduit sur le terrain, mais un engagement d'1,5 milliard sur la transformation énergique du patrimoine territorial. Alors après, il y a 35 000 communes, 1,5 milliard divisé par 35 000 déjà, ça calme un peu. Puis évidemment que les grosses villes en auront plus que les petites villes. On verra bien comment on peut se situer par rapport à tout ça. Maintenant, moi, je veux insister sur le fait que c'était une volonté annoncée avant les élections de notre part d'agir en la matière. On l'a mis en œuvre depuis 2 ans. On continuera sans faiblir. Au contraire, on fera tout pour développer et accélérer la mise en place de ces investissements, mais aussi être peut-être un peu plus directif sur les règles de fonctionnement. Donc ça a été évoqué pour les locaux inoccupés. Peut-être que ça aura une incidence sur la température dans nos bureaux. Dans le même esprit, on continue l'action qu'on a engagée il y a maintenant 2 ans. Alors, on avait un petit peu levé le pied en période Covid parce que beaucoup de commerces avaient eu à souffrir de fermetures autoritaires et donc on avait un petit peu freiné à un moment donné, mais on a repris quelque chose qui avait été engagé dès 2020 en matière d'extinction des enseignes, en matière d'extinction des vitrines. Ça ira plus loin lorsque le règlement local de publicité intercommunale sera mis en œuvre, puisqu'aujourd'hui les horaires d'extinction sont assez restreints, c'est 1h, 6h. Si tout va bien, parce qu'il n'est pas approuvé, mais si tout va bien, le RLPI va peut-être nous amener sur des horaires d'extinction de 22h à 7h, donc ça sera certainement beaucoup plus intéressant. Donc ce cercle vertueux en matière de consommation énergétique s'applique à nous, et il s'applique à tous les gens qui sont quelque part sous notre responsabilité ou notre autorité. C'est pas si simple. Si vous êtes attentif à l'actualité internationale, l'exemple californien est frappant. Il fait l'objet d'une polémique en ce moment. On a incité tout le monde à se doter de véhicules électriques. Comme souvent, les Californiens ne sont pas les derniers de la classe en la matière. Et puis aujourd'hui, on leur interdit de charger les voitures pendant des tranches horaires parce qu'il n'y a plus... Le réseau d'électricité californien n'est pas à même de suivre le mouvement. On connaît le problème. Vous le savez, on a eu l'occasion de l'évoquer ici. On a fait le choix de se produire par l'intermédiaire d'un marché avec l'UGAP sur un marché à 100% en gaz vert, 100% électricité verte. Et puis les fournisseurs qu'on a retenus sont revenus vers nous en disant vous nous avez commandé ça, on ne vous le fournira pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas. Et c'est bien tout le problème. On est en train de mettre en place des ZFE autour de Saint-Étienne, elle existe déjà à Lyon, qui proscrit les véhicules à moteur thermique. Mais si demain on en arrive en France comme ailleurs à interdire les véhicules électriques de se charger, ce n'est pas le dernier des paradoxes auxquels on sera confronté. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, vous le savez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je suis un fervent partisan de la mise en application de la théorie relative à la part du colibri, aussi faible, aussi modeste que puissent paraître nos actions. Pour autant, on doit les mener avec cœur, avec détermination, parce qu'on jouera notre rôle dans un effort qui devra être national, qui concernera d'abord les entreprises, bien évidemment, et en deux, qui concernera les collectivités. Donc on fera, je
je vais faire peut-être un mauvais jeu de mots encore une fois, mais feu de tout bois pour réduire nos consommations énergétiques, pas seulement par rapport aux prescriptions du gouvernement, hein, mais tout simplement par conviction et puis dans une logique de solidarité nationale. Et c'est aussi en ce sens-là, on a aussi abordé ce sujet cet après-midi en présence de M. Sett dans le cadre de la commission marché. C'est aussi pour ça qu'on va tout faire pour passer à l'acte le plus rapidement possible pour ce qui concerne nos déplacements en mode doux. Plus on facilitera le déplacement des piétons, enfin les déplacements alternatifs, parce que ça vaut pour les trains aussi, hein, plus on favorisera les déplacements alternatifs, et ben plus on contribuera à cette démarche générale de consommation d'énergie. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes et des paradoxes, hein. Moi, je comprends très bien et j'adhère sur le principe que pour aider le pouvoir d'achat des particuliers, on baisse le prix de l'essence. Mais résultat des courses, tout le monde va faire le plein et il y a là et tout le monde va pouvoir rouler, partir à gauche, à droite, etc. On a même le paradoxe de baisser le prix de l'essence avec la contribution des Français et d'avoir les Belges et les Suisses qui viennent faire le plein en France. Si les Suisses ont besoin de l'aide des contribuables français pour faire plein de leur voiture, il y a quelque chose qui m'échappe. Je vise particulièrement les Suisses parce qu'à la limite, les Belges, ils sont européens, entre guillemets, ils sont des nôtres. Mais les Suisses, ils jouent pour eux, mais là, par contre, ils n'hésitent pas à venir faire le plein en France. Ça me pose question. Mais bon, il faut qu'on avance. On essaiera d'être le plus performant et le plus équitable possible dans ces démarches. J'ai rien oublié, parce qu'il y a beaucoup d'adjoints qui sont impliqués, hein. Pratiquement toutes les délégations, vous le savez. J'ai jamais voulu désigner un adjoint délégué au développement durable. Nous sommes tous impliqués dans les actions d'éco-transition. Donc tout le monde est sur le pont par rapport à ces problématiques. J'ai répondu à vos questions. Ah non, il en reste une, pardon. Une dernière. Allez-y. Une petite dernière. Si vous pouvez... On est habitué à 3, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Pourriez-vous nous informer sur les suites de l'immeuble que veut construire l'entreprise Bernard à proximité du château de Boutéon? Est-ce qu'il y a des suites? C'est une SCI qui a des points communs avec l'entreprise Bernard, mais bon, c'est pas l'entreprise qui construit. Hein, je veux juste apporter qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à tout l'auditoire. Eh ben, j'ai quelqu'un qui suit ce dossier de très près depuis 2 ans, c'est Marc Monteux. Il en sait peut-être même plus que moi, donc je lui laisse la parole. Oui, mais simplement pour que tout le monde soit au courant de l'intégralité, hein. C'est un permis de construire donc, qui avait été accordé donc, en 2018 pour 19 logements. Donc, il y a eu ensuite un nouveau permis de construire puisqu'il y a eu l'objet d'un recours. Donc, ça a été un immeuble collectif plus de 11 logements hein, sur la parcelle qui appartenait donc à la SCI qui construisait. Donc, il a été modifié donc, en 2019, c'est pour vous dire donc l'antériorité du dossier, hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a eu plusieurs permis de construire des modificatifs et il y a eu donc un recours gracieux qui a été présenté en 2019 et qui a été suivi d'un recours au tribunal, le recours gracieux n'ayant pas abouti, en novembre 2019 et qui a été jugé en septembre 2020. Donc ça, c'était pour la chronologie des faits, je dirais, post-actualité. Il y a donc 4 plaignants qui avaient fait ce recours. 3 ont été rejetés. 3 requêtes ont été rejetées. Il n'en est resté plus qu'une seule. Cette requête donc a été donc il y a eu ensuite un jugement qui demandait donc de modifier de façon substantielle le permis de construire et qui impactait, ça nous a inquiété de façon importante parce que finalement ça n'allait même pas au bénéfice des plaignants. C'était grave, hein. C'est-à-dire que le juge, dans sa lecture qu'il avait faite des zones donc, du PLU, avait assimilé donc, le bâtiment qui est près, enfin, que vous l'avez situé, hein, près donc, rue de la Guérite et de la Poterne, et il l'avait assimilé à la rue de Beauregard. Donc vous imaginez bien que les règles d'urbanisme rue Beauregard ne sont pas les mêmes que celles qui sont à côté du château. Donc c'était simplement pour dire qu'il fallait absolument que ce bâtiment soit en limite de voirie, donc ce qui n'allait absolument pas dans l'intérêt de tout le monde. Et donc il y a un appel qui a été fait par la société. Nous, on a suivi, donc, puisque étant donné qu'on était concerné au premier chef, au premier chef, et étant les signataires du permis de construire, on a été impliqués donc, dans l'appel. L'appel a été rendu et donc, par contre, il est revenu sur la première décision
Et actuellement, donc, on a une modification, une présentation du permis de construire tel qu'il a été demandé par la Cour d'appel, sachant que la plaignante, puisqu'en l'occurrence c'est une dame, a souhaité se pourvoir en cassation et donc l'opération continue. Alors, enfin, nous, si vous voulez, c'est vrai que toutes les prescriptions qui ont été faites par le tribunal administratif et la Cour d'appel ont été rendues au niveau du permis de construire. Maintenant, c'est simplement jugé par la Cour de cassation qui ne se prononcera pas sur le permis de construire lui-même, mais sur les procédures. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, oui, très bien, merci. Bien, eh bien écoutez, s'il n'y a plus de remarques particulières, je vous rappelle que le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 10 octobre 2022. Nous comptons sur votre présence. Je rappelle aux membres du conseil municipal qui doivent signer la feuille d'émargement avant de partir. Je vous remercie pour votre implication, votre attention, y compris les téléspectateurs. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci à tous.